Bonsoir. Merci d'être venu. Merci surtout à ceux qui reviennent. C'est encourageant. Alors, aujourd'hui, je présente la troisième de 4 conférences sur mode en valeur, processus culturel et production de l'inégalité. Et cette troisième conférence concerne un projet qui est presque fini, qui est un projet comparatif assez ambitieux, qui avait commencé en 2006. Quand j'ai donné la première conférence, j'ai parlé de mes premiers livres, La dignité des travailleurs et La morale et l'argent, qui étaient des livres qui concernaient le traçage de frontières, la création de groupes, de quelle façon est-ce que des critères moraux, culturels et socio-économiques sont utilisés pour créer des frontières symboliques entre les groupes et comment ces frontières symboliques contribuent à la constitution de groupes sociaux. Après avoir écrit ces livres, au moment même où j'étais en train d'écrire How Professors Think, dont j'ai parlé la semaine dernière, je me suis de plus en plus intéressée à la question de comment est-ce que les frontières perdent de leur force, la transformation sociale des frontières, leur amoindrissement. Et ayant grandi au Québec au moment où le Parti québécois était en plein essor, j'ai commencé l'université l'année après que le parti a été élu pour la première fois. J'étais très, très sensible aux dynamiques de transformation d'identité collective. Après avoir déménagé à Harvard en 2003, dans un département où les collègues incluent parmi les meilleurs spécialistes des questions raciales aux États-Unis, je me suis mis à travailler avec beaucoup d'étudiants noirs américains et me suis vraiment passionnée pour la question à savoir comment est-ce que des groupes qui sont stigmatisés sont capables de transformer les significations qui sont associées à leur identité collective. Et ces transformations-là, évidemment, ont lieu à travers le travail des mouvements sociaux. Mais on sait, par exemple, qu'aux États-Unis, il n'y a que 8% des individus qui n'ont pas de diplôme universitaire qui contribuent qui participent dans les mouvements sociaux. Alors, un de mes instincts, c'était que pour comprendre le changement social, il faut bien sûr analyser les mouvements sociaux et la production d'idées, le rôle des experts dans la production de cadrage culturel qui ont comme objectif de transformer la stigmatisation, la définition des groupes sociaux, mais il fallait vraiment aussi analyser les pratiques quotidiennes. Et en tant que femme qui a grandi dans les années 70, je me souviens très bien avec quelle fréquence est-ce que dans la vie quotidienne de ma famille, les filles étaient là pour contester les tâches qui nous étaient attribuées. C'était vraiment un féminisme quotidien. Et il y a une littérature intéressante qui s'est élaborée sur tous ces petits moments de contestation. Et personnellement, avant de commencer ce projet, je trouvais que la littérature sur la résistance était d'un ennui profond, en partie parce qu'elle était tellement inspirée par l'anti-Gramsci, l'école de Birmingham, que les arguments étaient complètement prédictibles et absolument pas intéressants. Alors, malgré ça, j'ai commencé à faire ce projet. Et comme c'était le cas pour les autres projets dont j'ai parlé au cours des 2 dernières semaines, l'approche était radicalement inductive. C'est-à-dire que, tout comme dans les premiers projets, je demandais à mes interviewés d'expliquer qui sont les gens qui sont comme eux, différents d'eux, supérieurs, inférieurs à eux. Ici, l'approche était de demander à des individus qui font partie de minorités ethniques et raciales comment ils sont semblables et différents de d'autres groupes et aussi comment est-ce qu'ils réfléchissent à leurs expériences d'inégalité et de discrimination. Alors, c'est un peu ça le point de départ. Et en 2006, on a eu une rencontre qui incluait des experts de différents pays. J'avais publié en 2000 le livre La dignité des travailleurs, qui était une comparaison des ouvriers noirs à New York et blancs, et à Paris, les ouvriers nord-africains et les ouvriers français. Et plusieurs de ces questions sur le traçage des frontières et la constitution de l'identité collective avaient déjà été centrales dans mes travaux, et je voulais vraiment poursuivre ça avec plus de profondeur en ayant d'autres études de cas. Alors, l'idée de départ, c'était de comparer les groupes
qui font face à des frontières qui sont très peu perméables, les frontières pour lesquelles les gens meurent. Alors, c'est le contexte dans lequel j'ai commencé à discuter du projet avec des collègues israéliens. Mais on s'intéressait aussi aux frontières qui sont le plus fluides. Alors, j'avais une ancienne étudiante brésilienne avec qui on parlait du projet. Quand le projet a commencé, il y avait aussi un Québécois, il y avait une possibilité de continuer à travailler sur la France compte tenu que c'est ce que j'avais fait, il y avait un Irlandais, etc. Et comme c'est souvent le cas dans les grands projets comparatifs, on finit un peu par travailler avec ceux qui sont le plus intéressés, mais aussi ceux avec qui on s'entend mieux et ceux avec qui on a le plus de points en commun d'une perspective méthodologique. Alors, on a créé une équipe qui a collaboré de façon très, très étroite depuis maintenant presque 10 ans, j'ai honte de le dire. On espère que le livre va sortir avant que ça fasse 10 ans. Mais tous mes livres ont pris au moins 10 ans, alors c'est rien. Personne ne devrait se décourager. Ben, entre le moment où on les connaît puis on les conçoit et le moment où ils sont publiés, ça prend quand même. C'est normal, je pense. À moins que ce soit des petits livres qui font rien de nouveau. On a la prétention de faire quelque chose de nouveau. Alors, s'il y a des étudiants dans la salle, découragez-vous pas. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est de définir, d'avoir une approche. Je vais vous décrire en premier la façon dont le projet a été mis sur place. On a décidé de comparer des membres de groupes stigmatisés qui vivaient dans des villes multiraciales, c'est-à-dire Tel Aviv, New York et Rio, pas dans les villes elles-mêmes, mais dans les villes et leur environnement. Et d'avoir un échantillonnage où on aurait moitié classe ouvrière, moitié middle class, la classe moyenne étant définie comme des gens qui ont un diplôme universitaire et ou qui sont professionnels, cadres, profession libérale, etc. Et moitié femmes, moitié hommes, des échantillons d'à peu près 150, 160 par lieu, ce qui est quand même un échantillonnage important. Et une des raisons pour lesquelles on veut y avoir un échantillonnage si important, c'est parce qu'on s'intéresse à la façon dont les individus vont s'inspirer des répertoires culturels qui les entourent dans la création, dans la définition de leur réponse à la stigmatisation, à la discrimination. Alors, il faut avoir assez d'individus pour pouvoir comparer ce qui prédomine où. Alors, c'est quand même une approche très différente de l'ethnographie. J'ai écrit des papiers sur le pluralisme méthodologique qui reconnaît très bien quelles sont les forces et les faiblesses de différentes méthodes. Je ne prétends pas que ce soit la seule méthode, mais c'est certainement une méthode qui nous permet de voir des choses qu'on ne peut pas voir à travers l'ethnographie. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer. Alors, on a des membres, des gens qui font partie des groupes stigmatisés qu'on étudie, qui ont fait les interviews, des interviews en profondeur qui ont duré à peu près 2 heures. On a choisi au hasard nos répondants, quelques petites variations sur la façon dont ils ont été trouvés. Par exemple, dans le contexte du Brésil, la classe moyenne noire est trop minuscule. On ne peut pas les trouver au hasard. Il faut vraiment les cibler à travers des organismes, à travers des organisations de professionnels noirs. Alors que dans le contexte de la banlieue de New York, on a pu se servir des secteurs du recensement où on pouvait trouver un nombre élevé de professionnels noirs, etc. Bon, je vous passe les détails, je peux vous en donner plus de détails si ça vous intéresse. Et on a alors conduit des interviews avec un guide d'entretien qui était très parallèle dans les différents cas. Et il y avait plus ou moins le guide d'interview était axé sur 2 questions principales qui sont, on leur demandait tout simplement, est-ce que vous pouvez nous décrire un contexte, un incident où vous avez été traité de façon injuste? Describe to us an incident where you were treated unfairly. Alors ça, c'était une tentative d'avoir accès à travers, vraiment, c'est une probe, c'est pas leur vie au complet, mais on s'intéressait à ce qui allait être saillant, ce qui allait venir à leur conscience en réponse à cette question. Et ensuite, il y avait un certain nombre de questions qui portaient sur leur conception idéalisée des réponses. Alors, la première question, c'était pas non seulement qu'est-ce que vous avez vécu, votre expérience, mais comment avez-vous répondu à cet incident en particulier, où est-ce que ça a eu lieu, qu'est-ce que vous avez fait. Et d'autre part, on s'intéressait aux réponses normatives qui sont qu'est-ce que vous enseignez à vos enfants concernant comment il faut gérer le racisme,
Quels sont les meilleurs outils que votre groupe a à sa disposition pour répondre au racisme? Alors, c'est vraiment plutôt des positions théoriques. Et on s'intéressait à comparer l'idéal aux réponses qui avaient à voir avec leurs pratiques passées. Alors, on s'intéressait à 5 groupes qui sont différents les uns des autres. D'abord, il y a la comparaison classique qui sont les Noirs aux États-Unis et les Noirs au Brésil. C'est une comparaison au sujet de laquelle il y a déjà une grande littérature, mais c'est une littérature qui est en général ou très macro, qui prend comme point de départ l'État. Il y a aussi des psychologues sociaux qui y travaillent, mais vous allez voir que ce qui nous intéressait vraiment, c'est de développer un mode d'explication qui avait à voir avec des configurations sociales, axé autour d'un mélange de répertoires sociaux, des répertoires culturels auxquels les gens ont accès, lesquels répertoires sont plus ou moins disponibles d'un contexte à un autre. Par exemple, le néolibéralisme, avec ses notions de compétitivité, de compétition plutôt, d'autonomie, self-reliance, est beaucoup plus présent dans le contexte américain qu'il ne l'est dans le contexte brésilien, où les politiques néolibérales ont eu beaucoup moins d'impact. On s'intéressait aussi au degré auquel ces groupes pouvaient être caractérisés comme ayant un très haut degré de, je vais utiliser un mot qui n'existe pas, groupité, on peut le définir comme groupité, mais en fait, en anglais, c'est groupness. Alors, je pense que je vais tout simplement utiliser le mot groupness parce que je ne pense pas que groupité, ça existe, non? Non, pas du tout. Je peux l'inventer. Oui, ça fait un peu ridicule, mais... Alors, vous allez voir, nos explications sont organisées comme ceci. Alors, ce qu'on fait, plus ou moins, c'est d'essayer de comprendre quel est le contexte dans lequel les groupes qu'on compare se situent et comment est-ce que leur expérience est créée par ce contexte et comment est-ce que leur réponse est nourrie par ce contexte. Alors, au niveau des relations de causalité, on s'intéresse à ce qui contraint plutôt, et à ce qui encourage, enable and constrain. Alors, c'est vraiment une analyse de configuration de possibilités, de ce qui est le plus ou moins possible dans les 3 environnements, dans les 3 contextes nationaux qu'on analyse, mais aussi on a 5 groupes. Alors là, c'est là que ça se complique. Je vous ai dit qu'on a la comparaison des Noirs aux États-Unis et des Noirs au Brésil, mais aussi on a 3 groupes en Israël. Les Éthiopiens noirs, qui sont seulement 2 % de la population. Alors là, vous voyez tout de suite comment ça se complique, parce qu'au Brésil, ils sont presque 50 % les Noirs. Aux États-Unis, ils sont 14 %. Alors, on a des groupes qui sont de grandeurs différentes, qui ont une relation très différente au pays où ils vivent, et où le fond en relation duquel ils se définissent varie aussi. Les États-Unis, c'est beaucoup plus multiracial qu'Israël. Et ils sont dans des contextes nationaux qui ont des cultures d'intégration, des politiques d'intégration radicalement différentes. Ils ont aussi des mythes nationaux concernant comment est-ce qu'on rassemble les gens, quelle est la philosophie d'intégration que chaque pays adopte. C'est très différent. Alors, vous me voyez tout de suite venir, vous voyez où je m'en vais. Au départ, par contre, on ne voulait pas étudier les Éthiopiens noirs en Israël. On voulait étudier toujours le principal groupe qui est victime de racisme et d'exclusion dans chaque contexte. Aux États-Unis, c'est les Noirs. Au Brésil, c'est les Prados, les Noirs foncés, si vous voulez. Pas les Morenos, on fait seulement les Noirs foncés. Et en Israël, évidemment, c'est les Arabes palestiniens. Mais dans ce cas-ci, ils ne sont pas exclus à partir de leur phénotype, de leur couleur de peau. Leur exclusion est plutôt nationale. Et vous voyez, encore une fois, que ça se complique dans le sens où on a non seulement des groupes qui sont constitués différemment au niveau du degré auquel ils se considèrent comme un groupe, mais aussi ils ont différents types de stigmates qui vont être interprétés de façon très différente dans les contextes. Et on en est venu, alors que, bon, les objectifs du projet, c'était d'une part d'analyser leurs expériences de la discrimination et aussi leurs réponses, mais troisièmement, il a fallu qu'on développe une explication de ce qu'on trouvait, où il fallait documenter, si vous voulez, notre explanans, notre... qu'est-ce qui explique ce qu'on trouvait? Okay? Comme on dit en anglais, our
independent variable, ce par quoi on explique. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on a vraiment beaucoup travaillé cette notion de groupness pour voir comment elle a été articulée. Dans le cas des Noirs au Brésil, on en est venu à les décrire comme un groupe qui était très faiblement groupé, si vous voulez. Et c'est un peu dans ce contexte-là qu'on a décidé d'aussi ajouter les Mizrahim, qui sont les Juifs orientaux de l'Irak, du Yémen, etc. Et ça inclut aussi, le terme inclut surtout ces groupes-là, mais plus généralement aussi les Israéliens de l'Afrique du Nord. Et ça, c'est un groupe qui est en train de se constituer comme groupe, okay? Qui est comme les Noirs au Brésil, qui a un niveau de groupité qui est encore très faible et qui est en voie de constitution. Alors que le contexte des Noirs aux États-Unis, je vais suggérer, c'est un contexte où le groupe est extrêmement constitué comme un groupe. Et ça affecte beaucoup de quelle façon est-ce qu'ils vivent leurs propres expériences de discrimination. Ils ont beaucoup moins d'hésitation à dire quand ils ont une expérience de discrimination. Ils n'ont pas peur de confronter. Confronter, c'est le type de réponse qui prédomine quand on analyse de près qu'est-ce qu'ils font. Alors, après avoir conduit nos 150 interviews dans chaque endroit, dans le contexte d'Israël, plutôt qu'avoir 150 interviews, les 150 sont divisés parmi les 3 groupes qui sont donc les Arabes palestiniens, les Éthiopiens et les Mizrahim. Et au Brésil et aux États-Unis, on a moitié femmes, moitié hommes, moitié classe moyenne, moitié classe ouvrière, alors que c'est dans le contexte d'Israël, on a seulement la différence de classe. Les chiffres sont trop petits pour pouvoir vraiment comparer sinon. Une des raisons pour laquelle on avait cette différence de classe, c'est qu'évidemment, ayant écrit 2 livres auparavant sur les différences culturelles, je m'intéressais, on avait tout plein d'hypothèses. On a fait une demande de subvention à la National Science Foundation avec beaucoup d'hypothèses et presque aucune des hypothèses a marché pour le contexte américain. Ce qu'on a découvert très vite, c'est que les différences de classe s'effacent face à la force du stigma de la race dans le contexte américain. Alors, je vais revenir sur les dimensions explicatives. Tout à l'heure, après vous avoir présenté certains des principaux arguments du livre en ce qui a trait au type d'expérience qu'on trouve dans chaque contexte, mais aussi au type de réponse qu'on y trouve. Alors, je vais commencer par vous décrire le type de données avec lesquelles on travaille. Alors, on a littéralement des centaines. Dans le cas des États-Unis, c'est 800 incidents qu'on a codés. On a utilisé Atlas TI. Alors, c'est un cas où on a énormément de données qui ont été analysées très, très, très finement en développant un code extrêmement détaillé des types d'expériences que nos répondants... Oups! Excusez-moi. Vous voyez que je suis très douée au niveau technique. OK. Alors ça vous donne ici un exemple du nom. Ça, c'est pour les États-Unis. On a peu à peu creusé quand ils nous décrivent ce qu'ils vivent. On a identifié de façon inductive quels sont les codes à travers lesquels on pouvait décrire leur expérience. Et je vais commenter sur... Vous voyez, par exemple, que les différences entre MC, c'est middle class, WC, c'est working class. En général, les différences ne sont pas énormes. Plus tard, si vous voulez, on peut les discuter pour voir pourquoi est-ce qu'on trouve ce qu'on trouve. Mais je vais commencer par vous donner 2 exemples du type d'incidents avec lesquels on travaille. OK? Alors, dans le premier cas, on a un employé du palais de justice qu'on a appelé Marcus qui rentre dans un ascenseur dans lequel se trouve une femme indienne qui travaille aussi. Alors, il décrit la situation comme ceci. Il dit, elle s'accroche à son sac en me voyant. J'ai failli m'évanouir. M'évanouir, ça m'a anéanti. Mais c'est arrivé à des frères avant. Voilà ce que c'est que d'être noir, mon frère. T'as compris, j'ai compris. Les réactions de la femme provoquent colère et humiliation chez Marcus parce que, comme il l'explique, il a souvent le sentiment que les gens pensent qu'il jure dans le décor du palais de justice. Les gens, en fait, ne croient pas qu'il travaille. On lui demande constamment
Do you really know someone? Do you know really this guy? Parce que les gens simplement ne croient pas qu'il lui travaille. Alors, comment doit-il réagir à cette dame qui saisit son sac à main? En ignorant l'injure et en passant son chemin, en la confrontant, mais comment et à quel prix? À quel prix? Émotionnel, interactionnel, potentiellement légal. Il peut facilement y avoir une escalation en violence. Alors, il veut maintenir une image professionnelle, mais en même temps, il veut se défendre. Comment peut-il faire les deux en même temps? Alors, c'est le genre de questions qui émergent quand il fait cette expérience de la stigmatisation, qui est quand même répétée dans sa vie quotidienne. Et ce genre de dialogue intérieur que je viens de vous décrire rapidement peut laisser des traces et ça contribue à l'usure du quotidien, ce que les épidémiologues appellent the wear and tear of everyday life, l'expérience quotidienne des stress, des mini-stress auxquels les gens font face, qui sont souvent utilisés pour expliquer l'énorme différence dans les conditions de santé entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis, par exemple. Le deuxième exemple se passe aussi dans un ascenseur. Et c'est Joe, un spécialiste dans un centre de loisirs, où il décrit de façon viscérale la colère qu'il a éprouvée, il le décrit en termes de ses réactions physiques. Alors, il se trouve dans un ascenseur seul avec des hommes blancs. Et voici comment il décrit la scène. Il dit « L'un d'entre eux a fait une blague sur les Noirs et les singes. Je lui ai dit « Écoute, les blagues de ce genre-là, c'est pas mon truc. » Son attitude, la personne qui l'a insulté, changea, la mienne aussi. Tout ce qu'il y avait d'énergie positive dans l'ascenseur fut comme aspiré parce que la race a créé un gouffre entre nous. Et les autres, ils disparaissaient littéralement dans un coin parce qu'ils ne voulaient pas se trouver mêlés à ça. Je me suis dit, va-t'en, parce que si je reste là, je vais me retrouver dans un cercle d'où je ne pourrai pas sortir. Le niveau de stress montait, ma tolérance s'amenuisait, ma pression artérielle grimpait et je sentais que j'étais de plus en plus énervée. Vous voyez la description physique. Par la grâce de Dieu, merci Jésus, alors que je sortais de l'élévateur, j'ai vu un pasteur noir passer. Je lui ai dit, est-ce que je peux vous parler pour un instant parce que je viens de vivre quelque chose dont il faut que je parle parce que je suis pas loin d'exploser. J'avais ce boulot depuis seulement une semaine. C'était exactement ce qu'il me fallait, ce qui pouvait me faire virer. Il m'a dit, tu es un meilleur homme que moi. You're a better man than me. J'essaierai de me sortir de cette affaire maintenant pour décider si je vais à la ville pour les amener en justice. Alors, la réaction, je vais les amener en justice, qui est importante. On la trouve aux États-Unis, pas ailleurs. Joe sait qu'il est impératif qu'il arrive à contrôler sa colère et ses impulsions s'il veut gagner son emploi. Il doit contrôler ses émotions et trouver un exécutoire à sa colère quand une rencontre fortuite avec un pasteur noir américain lui offre un réconfort, un tampon, une personne avec qui il peut communiquer, quelqu'un qui peut le comprendre. Comme la majorité de nos interviews, il a pris en compte les considérations pragmatiques en envisageant plusieurs possibilités d'action. Mais sa réaction de base est de se défendre, de confronter. Pourquoi? Alors, la majorité des travaux qui portent sur les réactions sur le racisme, on appelle ça « coping with racism », ce sont des travaux qui sont souvent beaucoup plus inspirés de la psychologie. Alors, on parle de « in-group, out-group ». On parle de la façon dont les individus développent une résilience individuelle. Alors moi, ce qui m'intéresse, et pas simplement moi, mais aussi mes collaborateurs, et qui est vraiment lié aux certains des thèmes que j'ai développés dans la première conférence, c'est comment est-ce que la résilience sociale se développe. Alors comment est-ce que les sociétés donnent à leurs individus des moyens pour pouvoir gagner une reconnaissance. Alors, comment est-ce qu'on leur donne, comment est-ce qu'ils peuvent, par exemple, se servir des répertoires sociaux qui sont à leur disposition pour contester une situation comme celle-là? Alors, ce qu'on trouve, c'est que dans le contexte des États-Unis, la confrontation est très présente et une de nos arguments, c'est qu'elle est présente, en partie parce qu'à la suite du mouvement des droits civils des années 60, ces expériences racistes sont devenues largement définis comme illégitimes et les Noirs américains ont eu accès à des cadrages qui sont omniprésents autour d'eux, qui leur disent « vous avez le droit de contester, vous avez le droit de protester ». Ils le savent que le droit est de leur côté et ils répondent dans toutes sortes de contextes. Évidemment, il y a aussi
des prix à payer pour contester. Alors, il y a ce que je vais appeler management of the self, qui est ce travail émotionnel dans lequel les gens s'engagent constamment pour définir, pour décider si ça vaut la peine, ou s'ils veulent encore être vus comme the angry black, the bitchy black woman. Alors, il y a aussi une question de comment est-ce qu'ils gèrent leur identité dans le contexte du travail et quels vont être les coûts à payer. Alors maintenant, je vais vous décrire quelques-unes des arguments qu'on développe qui me semblent particulièrement intéressants. L'un d'entre eux, c'est que, comme vous voyez ici sur ce tableau, on a cette catégorie Assault on Dignity, qu'on appelle aussi Assault on the Self. Et on se sert de cette catégorie-là pour parler de la stigmatisation. Quand vous lisez la littérature américaine sur le racisme, en grande majorité, le sujet, ce n'est pas du tout la stigmatisation, c'est la discrimination. C'est à savoir, est-ce qu'on peut démontrer que quelqu'un a vraiment souffert parce qu'on peut démontrer qu'ils n'ont pas eu d'accès à un travail, à une éducation, au logement. Alors, c'est défini vraiment en termes d'être privé de ressources. Et ça, c'est lié directement au contexte américain où l'égalité est définie en termes d'égalité d'opportunité. Et il y a un livre super que je vous recommande par le politologue Eric Bleich, B-L-E-I-C-H, intitulé Freedom to Hate, qui fait une analyse très fine de la façon dont la loi américaine et la loi dans divers pays européens essayent de contrôler le racisme. Et ce qui montre clairement, c'est que dans le contexte américain, les lois qui concernent la discrimination dans le milieu du travail ou la discrimination dans le logement est énormément développée, alors que le hate speech est très peu développé. Alors, aux États-Unis, je peux littéralement allumer une croix et la faire brûler devant ma maison, et ce n'est pas illégal. Mais tout le monde le sait, ce que ça veut dire, une croix qui brûle, compte tenu de l'histoire du Ku Klux Klan et de tout. On peut mettre un drapeau sudiste et ce n'est pas illégal, parce que le droit de liberté de parole fait partie de la Constitution et c'est un droit sacré qui est très fortement associé avec l'identité nationale. Alors, il y a plus d'emphase qui est mise sur cela que sur le droit de protéger, le devoir de protéger la dignité des groupes minoritaires. Alors que l'analyse de Bleich montre que dans le contexte français, dans presque tous les pays européens, c'est exactement le contraire. Hate speech est extrêmement il y a beaucoup de défenses qui sont mises en place contre le hate speech, alors que les formes de discrimination au travail et ailleurs sont moins pénalisées. C'est un livre qui a beaucoup inspiré notre analyse. Mais c'est on a lu le livre de Bleich après avoir développé notre argument. Et vous voyez tout de suite ici que même dans le contexte américain, dans quelle mesure est-ce que ces questions d'assaut sur la dignité, 96% de nos répondants mentionnent des cas, alors que c'est 72% dans le cas de la discrimination. Alors, ce n'est pas que la discrimination soit marginale. Et la raison pour laquelle on se sert du mot assaut contre la dignité, c'est que, évidemment, la majorité des cas de discrimination ont aussi un aspect stigmatisant. Alors, on voulait, avec ce terme assaut sur la dignité, pouvoir décrire spécifiquement des cas où, par exemple, je vais vous donner un exemple, en tant qu'enseignante, disons, une femme noire à chaque matin rentre dans le bureau des autres professeurs dans l'école où elle enseigne et personne ne lui dit bonjour. Elle ne peut pas amener les gens en justice parce que les gens ne lui disent pas bonjour, mais néanmoins, c'est une expérience quotidienne de se sentir non valorisé, non intégré. Alors, on voulait pouvoir avoir des moyens. Quand ils nous parlent de leur expérience, ils nous disent être sous-estimés. On ne peut pas amener quelqu'un en justice parce qu'on est sous-estimé. Ou les mots qu'on utilise, misunderstood, overlooked, tu vois. Alors, c'est ce genre d'expérience. Et une bonne partie du livre consiste à décrire ces expériences. L'insulte et le manque de respect, c'est très, très présent. Il y a une grande littérature sur le racisme américain qui parle du symbolic racism,
le degré auquel blatant racism est en déclin alors que symbolic racism est en montée. En fait, un très grand nombre de nos répondants se font appeler nigger. Ils ont des expériences d'insultes très fréquentes. Alors, un des arguments qu'on développe, c'est de dire, bon, symbolic racism, c'est évidemment présent, mais par contre, dans nos données à nous, les exemples qu'ils nous ont donnés, peut-être en partie à cause qu'ils s'imaginaient qu'on voulait avoir leurs expériences les plus brutales, c'est quand même très, très présent. Alors, on a aussi comparé parmi nos 5 groupes qui décrit le plus souvent quel type de réponse, et c'est justement l'assaut sur la dignité, c'est ce qui est le plus présent partout, mais c'est aussi aux États-Unis que nos interviewés nous donnent le plus d'exemples. Nous décrivent plutôt le plus d'incidents. Il y a quelque chose comme 800 incidents qui ont été décrits dans nos interviews aux États-Unis, alors que pour le Brésil, je pense que c'est 600 et les interviews à peu près de la même longueur dans chaque cas. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des réponses. Alors, j'ai déjà mentionné la confrontation comme une des réponses principales. Alors, je vais vous donner un exemple de ce que c'est que cette confrontation-là. OK. Alors, c'est vraiment de dire que dans leur interaction avec les Blancs, on va essayer de leur faire croire que ce qui se passe, ce n'est pas quelque chose qui est insultant pour eux, mais que si eux pensent que c'est insultant, c'est important de faire face à la situation, de la dénoncer, pas nécessairement de façon agressive, mais pour essayer d'éduquer. Alors, il y a vraiment un terme de « il faut éduquer les ignorants ». Il faut leur expliquer comment est-ce que la culture, comment les Noirs sont, qu'en fait, on n'est pas tous des gens qui vivent dans les ghettos. Et ils parlent beaucoup de la façon dont les Blancs ont peu de contact avec les Noirs. Alors, dans le fond, il y en a qui sont méchants, mais il y en a beaucoup qui sont tout simplement ignorants parce qu'ils sont conscients du fait que les Blancs et les Noirs vivent dans des situations, ils sont très séparés, ségrégés au niveau spatial. Alors, il y a beaucoup de Blancs qui n'ont pas beaucoup de chances d'interagir avec les Noirs. Alors, par conséquent, ils finissent par pas du tout comprendre ce qu'est la vie des Noirs. Une deuxième réponse qui est très importante pour nous, c'est ce que je viens de décrire plutôt, qu'on appelle Management of the Self. Ici, j'ai une description de ce que sont ce type d'expériences. Et je vais vous les lire, je pense, parce que ça va être un peu plus détaillé que ce que je peux faire maintenant. Alors, excusez-moi, j'ai perdu ma page ici. OK, bien, ça importe peu, je vais vous dire ce qu'ils disent. Alors, ils disent justement qu'ils ne veulent pas toujours être vus comme des angry blacks, qu'ils veulent pouvoir être reconnus comme des gens qui ont une valeur haute. Alors, il y a constamment ce calcul, quel va être le prix de réagir d'une façon ou d'une autre. Et c'est la deuxième réponse la plus populaire. Quand on analyse les données, on voit qu'il y a quand même aussi 45% ici des réponses qu'on a décrites comme des non-réponses. C'est des cas où ils disent « Ah, mais j'étais tellement estomaqué que j'ai tout simplement pas répondu, j'étais choqué, j'étais surpris, j'ai décidé de ne pas répondre parce que j'avais faim, je voulais manger, tu vois. » Alors, si on ne fait pas la distinction entre non-réponse pour des raisons comme celle-là ou les non-réponses qui requièrent beaucoup de réflexion, on a vraiment un nombre très, très élevé de réponses où on a des non-réponses. Mais en fait, on dit que c'est très, très important de séparer les non-réponses des management of the self, parce que ce que ça veut dire au niveau du coût personnel, c'est important. Ensuite, on a 2 autres catégories pour lesquelles on s'attendait à avoir des
des réponses de ce type qui seraient beaucoup plus fréquentes. Une, c'est compétition et travail. Moi, je m'attendais à ce que beaucoup d'entre eux disent compétition et travail, mais en fait, c'est-à-dire, bon, j'ai été discriminée au travail, j'ai répondu en leur montrant que j'étais aussi bon qu'eux, j'ai performé dans mes examens, j'ai vraiment la réponse néolibérale par excellence, j'ai été compétitif, j'ai été travailleur, j'ai démontré ma valeur à travers mon travail. Et ça nous a surpris de voir que dans leur description d'incidents spécifiques, ce n'était vraiment pas une des réponses les plus populaires, seulement 20 %. Et finalement, isolation, autonomie, ça serait la réponse qui aurait été encouragée par l'afrocentrisme, de dire on n'a pas besoin des Blancs de toute façon, on peut s'organiser ensemble, je veux vivre dans ma communauté noire et rien à voir avec les Blancs, je veux faire partie de mon église noire et on développe notre pouvoir économique ensemble. Et là encore, c'est une réponse qui est relativement marginale. D'autres réponses auxquelles on s'attendait qui seraient beaucoup plus populaires, comme l'assimilation, étaient tellement peu fréquentes que vous voyez 7 %. Alors, quand on lit les livres sur, disons, le type d'analyse typique, ça serait Hirschman, Voice, Exit and Loyalty. Alors ça, il y a quelques livres avec lesquels on est en dialogue. Par exemple, le sociologue des relations raciales aux États-Unis, Joe Fagan, a écrit un livre sur les réponses des gens noirs des classes moyennes, où il parle de ce genre de réponses-là, mais il n'y a pas le niveau de détail que nous, on peut avoir au niveau de l'importance relative des réponses, de leur texture. L'analyse est très, très détaillée au niveau de la façon dont ces réponses se présentent. Et par exemple, vous voyez dans le cas américain que l'utilisation de la loi, formal complaint suing, c'est 35 %. Alors ça, c'est plus fort aux États-Unis que n'importe où ailleurs. Et ils se servent constamment, par exemple, à travers, dans le contexte du monde du travail, par exemple, des outils qui leur sont mis à leur disposition par les Human Relations Departments. Ils le savent que, tout comme ils savent que le harcèlement sexuel est illégal, ils savent aussi que la discrimination raciale est illégale. Alors, notre travail consiste vraiment à essayer de dégager ces différents types de réponses et à les décrire dans leur importance relative à travers chaque contexte. Alors, en 2012, on a publié un premier résultat de notre étude qui était un numéro spécial de Ethnic and Racial Studies qui inclut des chapitres, des articles plutôt écrits par tous nos collaborateurs. Et je vais vous résumer rapidement. Ce numéro-là concernait uniquement les questions idéales. Okay? Alors, l'argument qui s'en est sorti, c'est plus ou moins que dans le contexte américain, les réponses principales, c'est la confrontation. Et dans cet article, on dit que la confrontation est rendue possible grâce aux transformations légales, au fait que dans la mémoire collective et dans la culture, l'identité nationale actuelle, le langage de l'égalité est très présent, très valorisé et qu'ils savent qu'ils sont entitled de répondre. Mes collaborateurs brésiliens, qui sont Elisa Reis et Graziela Silva de Moraes. Graziela avait été une étudiante à Harvard avec moi. Alors, tout comme était Joshua Gutzkow, qui est un des contributeurs en Israël. Alors, pour ce genre de projet, avoir des gens qu'on a formés, c'est important pour pouvoir vraiment coordonner au niveau de la méthode et tout ça, et d'utiliser des méthodes qui sont compatibles. Alors, je dois ajouter que je me prétends d'aucune manière être une experte de l'Israël ou du Brésil. C'est vraiment un cas où on est en train de terminer un livre qu'on a écrit 7 personnes ensemble et où on a pu réaliser des choses qu'on n'aurait jamais pu faire tout seul. La collaboration nous a permis vraiment de... Bon, j'ai beaucoup appris avec eux, mais ils sont vraiment... Les Israéliens sont en charge de la section israélienne. Le livre est organisé sur 3 chapitres qui ont une structure très semblable, où on a d'abord le chapitre américain, le chapitre brésilien, qui sont très parallèles l'un à l'autre, et finalement le chapitre israélien, où on a les 3 groupes qui sont analysés de façon différente, parce que les 3 groupes font des choses très, très différentes. Et c'est aussi un chapitre qui est beaucoup plus détaillé au niveau de l'analyse qualitative.
alors que le chapitre américain que j'ai écrit avec Jessica Welburn, c'est vraiment le chapitre qui démontre comment est-ce que l'analyse se déploie empiriquement, après avoir introduit notre approche dans l'introduction. Alors, l'argument pour le Brésil, c'est que quand ils décrivent leur approche normative ou leur approche idéale, les Brésiliens mettent beaucoup d'accent sur cette notion de mixité raciale qui est au centre de la culture collective. Alors, ils sont très hésitants à dénoncer, en partie parce qu'ils partagent l'idée que les Brésiliens sont des gens qui n'aiment pas confronter, qui veulent... il y a une notion de convivialité dans les relations interpersonnelles sur laquelle beaucoup d'importance est attachée. Et c'est en évoquant cette notion qu'ils disent « je préfère pas confronter », et en même temps, ils sont très conscients d'être très stigmatisés au niveau de la classe. Ils vont plus facilement interpréter une situation à laquelle ils font face comme étant une forme de discrimination de classe plutôt qu'une forme de discrimination raciale. Et quand on les interviewe sur le genre d'expérience qu'ils ont, c'est le groupe, avec certains groupes en Israël, qui plus fréquemment disent qu'ils sont stéréotypés comme étant pauvres, non éduqués. Alors, la relation entre le stéréotype racial et le stéréotype de classe qui varie parmi ces 5 groupes, influence de beaucoup la façon dont ils vont interpréter ce qu'ils vivent et dans quelle mesure est-ce qu'ils se sentent libres de confronter ou non. Alors, l'argument qui a été développé dans le contexte du Brésil, c'est vraiment que plutôt que de confronter, ils utilisent cette notion de mixité raciale pour expliquer pourquoi ils ne confrontent pas, mais aussi pour expliquer comment est-ce qu'ils essayent de gérer les conflits de façon conviviale, si vous voulez. C'est pas qu'il y a personne qui confronte au Brésil, c'est plutôt... Et il y a évidemment, il y a une conscience qu'il y a un certain niveau d'agression raciale, mais il y a assez d'hésitation concernant ce dont il s'agit pour les amener à pas nécessairement vouloir confronter. Il y a un article qui a paru dans Annual Review of Sociology il n'y a pas très longtemps par Edward Tallis qui développe un peu cette même notion. Finalement, les 3 collaborateurs israéliens ont écrit un article général qui compare la réaction des Arabes palestiniens à la réaction des Éthiopiens et des Mizrahim. Et l'argument qu'il développe, c'est de dire chez les Éthiopiens et les Mizrahim, ils développent une approche qui décrivent comme étant participatory destigmatization, qui est de dire le rêve zioniste nous dit that we belong, qu'on est un peu comme les Éthiopiens disent on est comme les immigrés juifs, plutôt comme les immigrés russes. On est venu ici parce qu'on est juif et on veut rester. Et le rêve zioniste nous garantit ceci. Bon, vous allez me dire, il y a eu des émeutes au cours des dernières semaines et justement, j'ai reçu des emails aujourd'hui de mes collaborateurs qui disent, oui, ils dénoncent la violence policière, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'embrassent pas le sionisme néanmoins. Ils croient qu'ils sont là en tant que membres à part entière, membres de la polity, de la communauté politique. Et pour cette raison-là, ils vont avoir tendance à mettre moins d'accent sur les expériences de stigmatisation qu'ils vivent que ça va être le cas chez les Noirs aux États-Unis. Alors, c'est un cas de participatory destigmatization. Et l'argument qu'ils développent quand ça en vient aux Mizrahim est assez semblable. Mais par contre, dans leur cas, ils sont surtout stigmatisés comme étant plutôt low class. Et la conscience d'une formation de groupe est encore assez vague chez un certain nombre d'entre eux. Alors, ils ont beaucoup moins de chances de se décrire comme étant... Ils se perçoivent surtout comme étant exclus de réseau. Ils pensent que le désavantage principal qu'ils ont, c'est l'exclusion de réseaux
et pas avoir accès à des types d'occupations auxquels les Israéliens d'origine européenne, les Ashkenazis, auraient beaucoup plus facilement accès. Mais finalement, leur argument concernant les Arabes palestiniens, c'est qu'ils se sentent tellement exclus qu'ils ne se définissent pas comme membres de la polity, membres de la communauté politique. Alors, ils vont dénoncer, mais ils ont très, très peu d'attentes. Et dans la mesure où les gens de la vie quotidienne, pas les politiciens, mais les gens ordinaires, ils vont souvent utiliser leurs amis juifs comme intermédiaires, ou ils vont faire des demandes au nom de la dignité humaine, mais ils utilisent très peu de langage de droit, par exemple, parce qu'ils ne croient pas du tout que l'État israélien est là pour les protéger. Alors, on voit vraiment comment est-ce que leur réponse est formée par leur situation dans la société dans laquelle ils se retrouvent. Quand ça en vient à l'analyse plus générale des réponses idéales, dans le cas des États-Unis, par exemple, on a trouvé que quand on analyse les réponses d'incidents spécifiques, en général, cette réponse de travail et d'autonomie n'est pas très importante, mais elle devient extrêmement importante quand on analyse leur réponse idéale. C'est la question de l'amélioration de soi, de vraiment garder ses yeux sur l'éducation, sur la mobilité sociale, devient absolument déterminante dans le contexte américain. Ce qui nous amène vraiment à réfléchir sur quel est le futur des mobilisations collectives pour les Noirs américains, dans un contexte où l'American Dream est devenu si puissant qu'il a tendance à écraser les demandes collectives. Alors là encore, les émeutes des derniers mois aux États-Unis nous ont amenés à nous poser des questions, à savoir est-ce que nos données nous donnaient vraiment des informations justes, ou est-ce que c'est le cas où le mouvement Black Lives Matter, c'est un peu comme Occupy, c'est les gens qui prennent la rue, tu vois, c'est une manifestation émotionnelle, mais où il n'y a aucun plan. Ce n'est pas du tout la même chose que le Civil Rights Movement, où il y avait des leaders, où il y avait une organisation assez systématique. Alors, à savoir si ces incidents des derniers mois, c'est vraiment une interruption par rapport à ce qui... Nos interviews ont été conduites en 2007-2008. Ils ont été terminés alors que la campagne présidentielle d'Obama se complétait. Est-ce qu'on voit ici vraiment le début d'un mouvement de remobilisation? Moi, je ne crois pas, parce que j'enseigne ces jeunes. Et je pense que de dénoncer la situation au nom de l'oppression raciale, c'est devenu tellement stigmatisé que c'est de plus en plus difficile pour surtout les Noirs de la upper middle class de faire des demandes basées sur la discrimination. C'est compliqué. Je veux dire, les questions de group rights, c'est beaucoup moins légitime que d'essayer de vivre la mobilité sociale ascendante. Mais nos résultats nous nous rendent un petit peu perplexes concernant le futur. Alors, là, maintenant, je vous ai décrit quelques-uns de nos arguments principaux. Je pourrais vous... juste au moment où je finissais de me préparer, alors, on a, comme ça, vous voyez, les incidents, le type d'incident qu'on trouve pour les trois groupes, qu'est-ce qui est le plus prédominant où. Et juste au moment où je finissais de préparer cet après-midi, j'étais en communication avec mes collaborateurs au Brésil qui m'ont dit « Oui, on ne t'a pas envoyé la bonne table ». Alors, les trois dernières colonnes des Palestiniens, Éthiopiens, Mizrahim, il y a des erreurs là. Mais j'ai décidé de vous la montrer quand même, de façon à ce que vous puissiez comprendre de quelle façon est-ce que l'argument est élaboré. Par exemple, je peux vous expliquer quelles sont les erreurs, mais par exemple, stéréotypé comme étant low status, low class, uneducated, ça devrait être élevé pour les Mizrahim. Bon, vous connaissez tous mes secrets maintenant. Et on a fait la même chose pour les réponses, réponse idéale, réponse actuelle. Et bon, je vous donne pas tous les détails ici, mais ça ici, c'est le tableau qui résume, si vous voulez,
plus ou moins le livre dans son entièreté, parce que ce que vous voyez ici, ce sont, je sais que c'est énormément dense, puis ça nous prendra un peu plus de temps pour que je puisse tout vous expliquer, mais je vais vous résumer quelques éléments importants. Alors, ce que vous avez, ce tableau ici qui vous explique comment on rend compte du type de réponse et d'expérience qui se trouve dans chacun de nos 5 groupes. Ça a l'air un petit peu d'une liste de lessive, laundry list, mais en fait, ce qu'on fait, c'est que dans chacun des chapitres empiriques, on mobilise certains de ces facteurs pour expliquer pourquoi on trouve certaines configurations à certains endroits et pas à d'autres. OK? Alors, la question des répertoires culturels, pour commencer là, alors les National Myths et idéologies, je vous ai déjà mentionné le zionisme, l'American Dream, c'est la démocratie raciale au Brésil. Alors, ils ont chacun, on peut voir dans beaucoup d'interviews comment est-ce que nos interviewés puisent sur ces notions pour expliquer pourquoi ils réagissent de cette façon-ci ou de cette façon-là. Ensuite, il y a des répertoires culturels plus généralisés. La notion de identity politics, par exemple, qui est très rarement utilisée, qui est présente presque juste chez les intellectuels. Alors, ça nous montre bien l'importance de ne pas prendre pour acquis ce que les intellectuels nous disent des relations interethniques, parce que c'est, en général, ils sont assez distants. Par contre, la question de la méritocratie est extrêmement présente, comme j'ai dit tout à l'heure, surtout dans le contexte américain, mais la notion de therapeutic culture aussi, la notion de self-improvement, tu vois, travailler sur son soi pour... la notion ici de group, stereotypes and institutional scripts, ça là, c'est la question de quand ils vivent une discrimination, est-ce qu'ils ont tout de suite accès à un cadrage, à des mots qui leur permettent de dénoncer ce qui leur arrive? Les modes d'incorporation dans la communauté politique, etc. Alors, vous voyez, et ensuite, vous pourriez croire que notre analyse souffre de nationalisme méthodologique, compte tenu que c'est organisé autour de 3 contextes nationaux, mais en fait, on mobilise, on montre par exemple comment, dans le cas du Brésil, l'accès au répertoire antiraciste transnational à travers la notion des droits de l'homme, etc., de la diaspora raciale des Noirs, est très utilisé. Okay? Et on s'inspire ici d'un livre de Tiana Pachel qui va sortir bientôt, qui déploie cet argument précisément dans le cas de la Colombie et du Brésil. Et ensuite, on analyse comment est-ce que certains types de réponses sont plus facilement disponibles dans certaines classes plutôt que dans d'autres. Alors, la notion de self-actualization est très présente chez les Noirs américains, par exemple, et moins chez les ouvriers. Alors, vous voyez un peu, c'est ce genre d'analyse-là qu'on fait. Ensuite, groupness, qui est un des concepts centraux sur lesquels on a beaucoup travaillé. Je vais vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Alors, ici, on se met en opposition avec les psychologues sociaux, qui, si vous connaissez les travaux de Tashfel et Turner qui parlent de in-group and out-group, l'identité sociale, c'est largement quelque chose qui se situe à l'intérieur de la tête des gens. Alors plutôt, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'analyser les questions d'identité dans un contexte beaucoup plus large, où on prend en considération ce qu'on appelle self-identification. Ici, on s'inspire des travaux de Richard Jenkins sur social identity, qui est de dire l'identité sociale, c'est un mélange de ce qui veut dire être un noir américain pour un noir, comment moi je m'autodéfinis, mais il y a aussi la dimension catégorisation sociale qui est comment est-ce que les non-noirs américains définissent les noirs américains. Et l'identité sociale est une combinaison des deux. Alors, on prend en considération ces deux dimensions-là, mais on situe aussi ces dimensions identitaires dans le contexte des frontières de groupes dans lesquelles les groupes évoluent. Alors, ces relations ont à voir avec, par exemple, le type de ségrégation spatiale à laquelle ils sont exposés, le degré d'homophilie dans le mariage ou dans les amitiés,
dans le degré auquel ils se perçoivent comme étant discriminés, etc. Alors, on décrit un peu notre approche à cette question de groupness comme étant non pas situé à l'intérieur de la tête, intra-psychological, mais qui est situé socialement dans les structures culturelles et sociales, en même temps qu'elle se manifeste au niveau psychologique. Alors ici, vous avez un tableau qui résume un peu de quelle façon est-ce qu'on perçoit, on comprend les caractéristiques de cette notion de groupness à travers nos groupes. Et ici, vous voyez un résumé des caractéristiques dont on prend compte. Et la première colonne, c'est un peu le background général. Évidemment, il faut comprendre l'histoire des différents groupes qu'on utilise dans chaque contexte. Et par exemple, le degré auquel ils sont concentrés parmi les classes les plus pauvres, le degré auquel chaque société est plus ou moins inégale. Alors, dans le contexte brésilien, où le degré d'inégalité est plus grand que c'est le cas aux États-Unis, les questions d'inégalité économique vont être beaucoup plus centrales pour eux, etc. Où on mentionne des événements politiques importants, l'élection d'Obama, le fait, par exemple, que, évidemment, ce sont ou la deuxième intifada, etc. C'est des éléments qui contribuent aussi à nous permettre d'expliquer notre argument. Alors, je vais vous dire, au niveau de la groupness, on a aussi proposé que les groupes qu'on analyse peuvent être caractérisés comme ayant vraiment différents types de groupness que je vais vous décrire. Alors, dans le contexte des États-Unis, je vais utiliser le mot groupalité. On a une groupalité raciale forte des Noirs américains qui se manifeste par une combinaison d'une identification très forte au groupe, de frontières sociales fortes fondées sur une ségrégation spatiale très élevée, l'homophilie raciale forte, en dépit du fait que nos interviewés accordent de la valeur au fait d'avoir des amis avec des profils démographiques différents. Ils ont aussi une conscience très forte de la discrimination et de la stigmatisation sociale qui est perçue comme existant indépendamment du stigmate de classe. Alors, nous avons aussi peu de différences entre les classes en ce qui concerne l'auto-identification ou les expériences de stigmatisation et de discrimination, comme si le fait d'être noir dépassait les expériences faites par les classes différentes. Les interviewés sont aussi généralement identifiés à la nation, même si cette identification comporte des tensions. Leur forte groupalité raciale coexiste avec une orientation, ça c'est important, pro-universaliste, car ils affirment être en faveur de l'universalisme et de l'ouverture sur les autres, situés à l'extérieur de leur groupe, bien qu'ils soient eux-mêmes conscients de la discrimination. En d'autres mots, ils veulent avoir des amis qui ne sont pas que noirs et ils condamnent l'isolement des Noirs. Alors, it's strong groupness accompanied with universalism. Ce n'est pas un refermement sur soi. Ils le savent que se refermer sur soi, ce n'est pas américain. Alors, au Brésil, les interviewés manifestent une groupalité raciale floue dans la mesure où ils ne considèrent pas partager une culture distincte. À presque 50% de la population brésilienne, leur culture expressive définit largement la culture majoritaire. Entre autres, ils combinent une identification à la fois nationale et raciale. Il n'y a pour eux aucun conflit entre les deux, alors que ce n'est pas le cas aux États-Unis. Comme les Noirs américains, ils ont l'expérience de frontières sociales de résidence, mais dans leur cas, cette expérience est le fait de leur appartenance à une classe plutôt qu'à une race. En effet, les voisinages sont racialement divers, mais fortement ségrégés par classe. Les personnes interrogées font aussi l'expérience de la faible importance de la race dans leurs relations interpersonnelles, la conjonction de la race et de la classe dans les expériences de discrimination et une conscience de la stigmatisation raciale. Ils ont une conscience de la stigmatisation raciale. En raison de leur poids démographique considérable, les Brésiliens noirs ne vivent pas le fait d'être noirs comme fortement stigmatisant, même si la couleur de leur peau est une base fondamentale de leur identification. Ils font l'expérience de ce qu'on a décrit comme une groupalité floue, quoique identifiée racialement, qui évoque la négritude sans ethnicité dont Sansone, qui est un des principaux auteurs sur le sujet, avait parlé.
À la différence que dans notre cas, on ne parle pas de culture de groupe, on parle plutôt des caractéristiques du groupe et du type de répertoire culturel auquel ils ont accès pour définir leur situation. Alors, nous problématisons la démarcation entre les groupes plutôt que nous nous concentrons sur la spécificité culturelle qui serait saisie par cette notion d'ethnicité. Finalement, en Israël, l'identité ethno-religieuse est au centre de la vie israélienne et organise la formation de la nation et informe la façon dont différents types de stigmates sont formulés et vécus. Nous avons donc 3 groupes qui font 3 expériences différentes de la groupalité sur une échelle qui varie de très forte, le cas des Arabes palestiniens, moyenne, les Juifs éthiopiens, et faible, les Mizrahim. Les 2 premiers groupes sont caractérisés par le groupe majoritaire comme autre, ce qui est lié à une histoire particulière de la colonisation et de l'exclusion des Palestiniens, et un phénotype marqué, le cas des Éthiopiens. Le 3e groupe se perçoit en grande partie comme non marqué, même s'ils font l'expérience de leurs frontières sociales. J'ai perdu ma page. Excusez-moi. Même s'ils font l'expérience de leurs frontières sociales de façon quand même très violente. Bon, j'ai perdu. Alors ça vous donne un petit peu une idée. C'est ici ce que je viens de vous décrire, c'est un peu ce qui est sous-groupness. Alors ce tableau ici récapitule un peu quels sont les éléments explicatifs principaux qu'on mobilise pour chacun de nos cas. Et si j'ai presque plus de temps, je pourrais vous présenter d'autres de nos conclusions principales, mais je pense que ça vous donne déjà une bonne idée générale de ce qu'on essaye d'accomplir avec ce projet. Vraiment, comme on dit en anglais, the devil's is in the details, pour comprendre vraiment de quelle façon est-ce que l'analyse et l'argument se développent dans chaque cas. Il me faudrait plus de temps que ce que j'ai à ma disposition. Mais vous voyez quel est l'esprit, le type d'explication qu'on essaie de développer et comment est-ce que ça se différencie de certains des travaux qui ont été conduits autour de ces questions-là. Où ça nous amène, et je vais en parler un petit peu la semaine prochaine, pour moi, c'est un peu, j'ai déjà mentionné au cours d'une des dernières conférences, l'idée d'essayer de comprendre de façon comparative les mouvements de déstigmatisation. Alors, je suis en train d'écrire un papier, comme j'ai mentionné, avec 2 étudiants, où on compare la déstigmatisation des Noirs, des pauvres, des gens qui sont obèses et des gens qui ont SIDA. Alors, 4 types de stigmas qui sont plus ou moins en processus d'être reconnus comme stigma ou en processus de déstigmatisation, où les gens ordinaires, ou les experts, ou les mouvements sociaux, ou la loi. Les Noirs sont extrêmement stigmatisés aux États-Unis, mais il n'y a aucun mouvement de déstigmatisation des Noirs. On compare ça au cas des gens qui ont le SIDA. C'est un cas qui a été largement déstigmatisé, pour lequel il y a eu énormément d'argent dépensé, avec une force des mouvements sociaux très organisés, très puissants. Le cas de l'obésité, qui est un type de stigma qui est en train de se faire reconnaître en tant que stigma, mais pour lequel il y a encore... Et les Noirs américains, si on les compare à ces cas-là, c'est un cas qui est en fait très bien réussi, comparé aux obèses ou comparé aux pauvres. Ils ont beaucoup de moyens que les Noirs et les obèses n'ont pas. Alors, essayez de réfléchir à la question des processus. Là, vous voyez, on parle vraiment au niveau des processus sociaux, culturels, de stigmatisation, des transformations culturelles. Alors, la dernière lecture, ça va porter exactement là-dessus. Comment est-ce qu'on peut comprendre ces mouvements? Et je dirais que, compte tenu qu'on est dans le contexte français ici, je pourrais développer un peu sur la façon dont l'approche, les présupposés ontologiques de ce type d'analyse sont assez différents, disons, de ce qu'on retrouve dans l'analyse de Chant chez Bourdieu, par exemple, ou dans d'autres approches qui sont populaires ici. Je pense que je vais m'arrêter. On pourrait discuter de ça un peu plus tard si ça vous intéresse, mais je m'arrête ici. Merci. Si je peux juste dire, parce que ça, c'est intéressant. Alors,
On s'intéresse aussi aux implications pour la santé. Alors, quel type de réponse est le pire et le mieux? Alors, on a administré à la toute fin de l'interview un petit questionnaire, petit questionnaire sur le subjective well-being où les variables sont estime de soi et autonomie. Et ce qu'on voit ici, de façon, c'est quand même très simplistique, mais ça vous montre que confronter, c'est vraiment pas une bonne idée. Mais si les gens n'avaient pas confronté, on n'aurait pas de mouvement des droits civiques aux États-Unis. Alors, ça pose vraiment des questions pour la transformation sociale, la relation entre le sacrifice individuel et ce dont on a besoin pour recréer des changements sociaux. Merci.